aujourd'hui avec Jean-Marc Sylvestre pour parler d'économie et plus précisément de l'économie de la Grande-Bretagne parce que les yeux du monde entier sont tournés à la suite du décès de la reine Elisabeth vers la Grande-Bretagne. On a vu, on continue à voir et on verra encore jusqu'à lundi soir ou mardi des images magnifiques de toutes les cérémonies qui sont organisées dans tout le pays avec une participation populaire absolument immense. Et donc, il y a cet état de, comment dire, une espèce de parenthèse magique en ce moment. Mais la réalité, Jean-Marc, c'est que la situation de l'économie de la Grande-Bretagne n'est pas formidable. Bonjour Bernard. C'est vrai que c'est l'occasion de mettre un projecteur sur la situation britannique, qui a d'ailleurs changé de politique, puisque le Premier ministre a changé un moment. Et je crois que la Première ministre nommée en succédant à Boris Johnson, c'est Liz Truss, a été sans doute la première et la dernière à voir la reine Elisabeth vivante. Donc c'était effectivement un moment assez émouvant, tout ça. Et ce qui est émouvant, c'est l'approbation mondiale, internationale de cette femme qui a vécu finalement tout le XXe siècle. Elle incarne quelque part le XXe siècle. Peut-être que le XXe siècle est mort cette semaine avec la reine Elisabeth. C'est la question qu'on peut se poser. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors c'est vrai qu'elle laisse la Grande-Bretagne dans un état dont elle n'est pas responsable, évidemment. C'est le peuple anglais, c'est la démocratie anglaise, c'est le gouvernement anglais, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, dans une situation qui est compliquée, très difficile par rapport aux autres grands pays occidentaux. On ne peut pas dire que le bilan de Boris Johnson soit florissant. La Grande-Bretagne est dans un état de récession actuellement. Mais à cause du Brexit ou ça n'a rien à voir? Non, alors il y a différentes sources, il y a différentes sources qui se combinent dans cette affaire. Mais la Grande-Bretagne n'était pas déjà dans un état florissant lorsque Boris Johnson est venu au pouvoir, parce qu'il est venu au pouvoir et il a profité d'une situation un peu compliquée. Mais on peut dire que l'après-Covid s'est terminé assez rapidement en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne a connu un rebond après Covid, parce qu'ils avaient réussi à faire un quoi qu'il en coûte un peu à la française avec un peu moins d'argent, mais ça a duré un peu moins longtemps. Et donc on s'est retrouvé dans une situation apathique. Sur ce est arrivée la crise gazière, la guerre en Ukraine, qui a bloqué et surtout renchéri les prix du gaz, de l'électricité, du charbon un peu, encore qu'ils n'en utilisent pas beaucoup, mais surtout du pétrole et du gaz. Et puis la troisième raison, c'est que le Brexit est arrivé, enfin, n'a pas permis à la Grande-Bretagne de trouver les marchés internationaux qu'elle espérait trouver. Le Brexit pouvait très bien fonctionner en période de croissance. On imaginait parfaitement, et les gens du Brexit avaient ça dans l'idée, qu'en période de croissance mondiale, en période d'euphorie internationale, eh bien, la Grande-Bretagne retrouve une place sur le marché mondial en signant des accords. Mais en période de décroissance, on s'aperçoit qu'il vaut mieux être plusieurs pour négocier des marchés que tout seul comme la Grande-Bretagne l'était. Donc la Grande-Bretagne a été gênée à cause du Brexit pour négocier par exemple le prix de ses vaccins et au moment de tout ce qu'il a fallu faire et mettre en route pour lutter contre le Covid, même si elle a réagi assez vite. Et puis surtout, la Grande-Bretagne a été très coincée là pour négocier des contrats d'approvisionnement alternatifs de façon à trouver du pétrole et surtout du gaz. Donc les Britanniques vont avoir cette addition à payer. Alors sur le plan macroéconomique, on voit bien déjà que l'activité économique est à la baisse. Le deuxième trimestre était négatif, le troisième trimestre le sera vraisemblablement, et l'année va se terminer en négatif avec une récession. L'année 2023 a une visibilité qui est pratiquement nulle et on ne sait pas ce qu'il en sera. Mais alors, à quoi est due la baisse de la productivité britannique ? C'est pas la baisse de la productivité du travail, c'est la baisse de la production globale. C'est-à-dire c'est une perte d'activité compte tenu du fait qu'on a moins d'énergie ou que l'énergie est plus chère, que le prix de l'énergie freine les initiatives, freine les investissements. Et puis, d'autre part, le Brexit dont je vous parlais a renchéri terriblement les frais de transport.
Et comme les frais de transport sont déjà renchéris par le prix du gaz, il y a un double renchérissement. Alors là, j'ai un chiffre justement par un institut spécialisé. Le coût de l'énergie moyen par famille, qui est actuellement de 2 400 $ environ par an, et devrait passer en avril à 4 400 $. Oui, c'est-à-dire qu'il va plus que doubler. Ouais. Il va plus que doubler en janvier, vraisemblablement janvier-février. Mais c'est le tarif qui va être appliqué pratiquement dans tout le monde occidental. La grande différence entre les différents pays, entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, ça va être le bouclier tarifaire que l'on mettra en place. Alors la France a annoncé un bouclier tarifaire assez généreux, qui n'a pas l'air d'être suffisamment généreux pour un certain nombre de gens, mais en limitant l'augmentation à 15% pour le gaz et pour l'électricité, c'est-à-dire en gros, ça va limiter l'augmentation à peu près 20 ou 25 euros par mois. On va se retrouver en Grande-Bretagne comme en Allemagne avec des augmentations de 100, 150, 200 euros. Ça va être quand même très important. Donc on va arriver à des factures annuelles de 4 000 ou 4 à 5 000 euros. On va multiplier le prix par 2 ou par 3. Le bouclier tarifaire, en quelque sorte, on rase gratis aujourd'hui, mais il faudra payer l'addition. Oui, mais enfin, vous savez, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'assurer la fin du mois de vos électeurs. Ouais. Plus tard, comme disait un grand économiste britannique, et ce n'est pas les Anglais qui me diront le contraire, on sera tous morts. Donc, peu importe. C'est ce que Keynes se disait. Oui. Donc, et donc, pour revenir à la Grande-Bretagne, est-ce que ça va entraîner une instabilité politique, cette situation? Parce que les Britanniques vont quand même se réveiller après ce qui s'est passé. Alors, la Banque d'Angleterre s'est déjà réveillée, puisque la Banque d'Angleterre est en train d'essayer de mettre en place des outils anti-inflationnistes, à commencer par la hausse des taux d'intérêt. Mais la Banque d'Angleterre va organiser une récession, qu'elle va espérer un peu doute. La récession ayant pour vertu de calmer le jeu sur la demande. En calmant le jeu sur la demande, on fait baisser les prix, donc on revient à une situation normale. C'est un mécanisme de stabilisation. Ça impacte les salaires? Mais ça impacte les salaires, ça impacte les taux d'intérêt, ça impacte bien sûr les investissements et donc les perspectives de croissance. Donc on est sur une année 2023 qui sera plus que flat, qui sera sans doute négatif. Alors que nous, on pourra peut-être espérer sortir la tête de l'eau en 2023. Puis il y a l'affaire irlandaise et Liz Truss, on dit qu'elle est aussi très anti-Brexit, enfin très pro-Brexit et contre une solution négociée dans l'affaire irlandaise. Elle veut renchérir sur Boris Johnson. Oui, c'est-à-dire qu'elle veut revenir un peu sur les accords que Boris Johnson avait un peu tordus pour faire plaisir aux Brexiteurs. Cette affaire est très très compliquée parce que on va voir comment le Brexit impacte l'économie, c'est-à-dire toutes les perspectives que les Brexiteurs pur et dur voyaient sont mises à mal actuellement. Donc, ils vont avoir des problèmes d'emploi, ils vont avoir des problèmes de financement, ils ont des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques, en énergie. Ils ont surtout ils ont aussi des problèmes de circulation, notamment de leurs touristes. L'année touristique n'a pas été très bonne. On a passé la semaine à Édimbourg à veiller le corps d'Élisabeth II, mais Édimbourg, qui est une ville très touristique, à cette année fait un bilan qui est très, très mauvais. D'abord parce que pour la première fois, les douanes britanniques demandaient le passeport. Par exemple, lorsque vous veniez de l'espace Schengen, vous étiez obligé d'avoir le passeport. Alors qui pensait à emmener son passeport pour aller en Grande-Bretagne? J'ai des amis qui se sont fait interdire les portes de la Grande-Bretagne parce qu'ils n'avaient pas leur passeport, ils n'avaient que leur carte d'identité. Et est-ce que la place financière de Londres est, elle aussi, soumise quand même à des contraintes nouvelles? Évidemment, elle a perdu à peu près le tiers de son activité. Ah oui, c'est énorme. Elle a perdu le tiers de son activité. Elle espère regagner une partie de cette activité, mais pas avant longtemps, parce que la place de Londres espérait bénéficier de l'argent magique, quelque part. Notamment l'argent de la crise financière, l'argent du Covid, l'argent de tout ça, qui avait déversé sur le monde des masses de liquidités qui en provenance des banques centrales, à la fois de la BCE, de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre. Mais cette époque de l'argent magique, et on le voit bien, il est révolu pour cause d'inflation, justement. Donc, et quel effet sur le cours de la livre ?
le cours de, la livre a du mal à se tenir puisque la monnaie royale entre guillemets dans le monde aujourd'hui c'est le dollar. Hein, mais l'euro n'est pas plus brillant. Ceci dit, c'est pas forcément un inconvénient d'avoir une monnaie relativement plus faible. Encore que la livre se tienne mieux que l'euro actuellement, mais c'est pas un inconvénient parce que ça permet d'exporter plus facilement un certain nombre de produits. Alors tout va mal, ou presque, en Grande-Bretagne. Qu'en est-il de la France à cette époque-ci, avec l'état de nos finances, l'état de l'endettement Écoutez, quand on regarde la situation française, on a deux réactions possibles. Ou on se désole complètement parce que les commentateurs jouent sur l'émotion et les difficultés et les risques surtout et les inquiétudes d'un blocage complet de l'électricité ou du gaz l'hiver prochain. Mais quand on se compare aux autres, on peut se consoler parce qu'on est dans une situation qui est plutôt meilleure que les Allemands, meilleure que les Anglais. Et dans le monde occidental, le FMI a sorti d'ailleurs une étude il n'y a pas très longtemps qui laisse à penser que les Français ont été parmi les mieux protégés du choc inflationniste qui a suivi la guerre d'Ukraine et qui aujourd'hui peuvent reprendre un peu une vie quasiment normale. Donc il y a un impact sur le pouvoir d'achat. Mais c'est un impact qui est très ciblé sur l'énergie, les matières premières de base, produits alimentaires un petit peu. Mais cet impact-là est très, très amorti par l'État, c'est-à-dire par des subventions d'État. C'est-à-dire un quoi qu'il en coûte, plus ciblé, beaucoup plus ciblé que le premier quoi qu'il en coûte. Donc il va coûter un peu moins cher. Le premier quoi qu'il en coûte a coûté en gros 25 milliards, 25 milliards de dépenses directes, mais le deuxième il coûtera la moitié. Mais l'opposition ne s'en satisfait pas, parce qu'elle annonce quand même un automne très chaud, des manifestations. Alors, ce qui est intéressant dans l'opposition française, c'est que globalement, elle ne s'en satisfait pas, mais on sent quand même des fractures très importantes dans l'opposition, et notamment dans l'opposition de gauche. Vous avez dans l'opposition de gauche française, eh bien, toute une partie, tout un courant, notamment emmené par ce qui reste du Parti communiste, qui est contre la France de la LOC, comme ils disent, c'est-à-dire une France assistée. Et vous avez une autre grande partie de la gauche, dont la France insoumise plus les écologistes, qui sont plutôt pour considérer qu'on n'en fait pas assez et qu'il faudrait encore en faire davantage. C'est-à-dire que l'État-providence n'est pas assez encore généreux, n'est pas assez providentiel. Ils revendiquent par exemple un droit à la paresse ou un droit à la oisiveté, ce qui paraît qui est très bon pour le bonheur personnel. J'en doute pas une seconde, mais c'est pas forcément très bon pour les finances d'une famille ou les finances de l'État. Donc, il y a un mouvement en France qui pourrait permettre au gouvernement de plafonner un peu ou de résister à la tentation d'accroître encore les générosités sociales et de faire en sorte que la population continue de toucher un certain nombre de chèques. Je pense que de ce point de vue-là, on a atteint un pic. Et vous pensez que le président Macron va quand même faire sa réforme des retraites, comme il l'a dit cette semaine, lundi dernier? Écoutez, il a 3 réformes à faire. Il faut qu'il redresse le budget. Il a confié ça au numéro 2 du gouvernement, c'est-à-dire Bruno Le Maire. Redresser le budget, c'est-à-dire limiter l'endettement public, de façon à ce qu'il soit gérable dans les années qui viennent. La deuxième réforme qu'il a à faire, c'est la réforme de l'allocation chômage, de façon à réduire un peu ou renforcer les modalités d'accès au chômage, réduire la durée d'indemnisation, qui est une des meilleures du monde aujourd'hui, puisqu'on peut rester indemnisé jusqu'à 2 ans, transformer ça en des périodes de formation, etc. Surtout que c'est assez paradoxal d'avoir un chômage fortement indemnisé alors que le marché de l'emploi est sous tension et que les chefs d'entreprise crient... Comment expliquez-vous ça? Eh bien, j'explique ça par le fait que les chefs d'entreprise ont besoin d'expertise qui n'existe pas forcément sur le marché. Donc là, il y a une... On dit que même dans la restauration, dans ce
Mais ils ont aussi besoin, dans la restauration, de gens qui n'ont pas fait Bac+7. Hein. Donc, ils ont besoin de gens qui veuillent travailler et qui aient envie de travailler. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que le Covid a semé quand même cette idée que de travailler chez soi pouvait ne pas être trop désagréable, d'autant que ça nous donnait un peu de liberté. Il y a une autre raison, c'est que je crois que les chefs d'entreprise sont en train de prendre conscience qu'il faut qu'ils rendent leur travail plus désirable, plus facile, mieux organisé. Si quelqu'un ne reste pas dans une entreprise, c'est sans doute parce qu'il ne gagne pas assez, mais c'est sans doute aussi parce que le travail qu'on lui offre ne lui plaît pas ou il est mal organisé, il est mal perçu. Donner un sens au travail. Ça va être le grand travail des chefs d'entreprise. Mais il va falloir régler ce problème d'allocation chômage. Et effectivement, vous avez un certain nombre de syndicats, de partis politiques qui vont en profiter pour attiser la gronde sociale. Je ne sais pas s'ils vont y parvenir parce qu'il y a une tendance en France, je vous le disais un instant, pour vraisemblablement essayer de réfléchir sur le niveau de cette solidarité. Et le chômage en fait partie. Alors, est-ce qu'on va pouvoir régler le problème de la retraite aujourd'hui? C'est possible qu'on va pouvoir le faire en même temps, parce qu'il n'est pas très difficile à régler finalement, parce que les équilibres démographiques et les équilibres financiers ne posent pas de problème dans l'urgence. On est tranquille encore pendant 2 ou 3 ans. Donc on a forcément un peu de temps. Mais c'est pendant les périodes où on a du temps, justement, qu'il faudrait en profiter pour réformer. Mais alors, dans une émission précédente, vous disiez que, là, vous venez de parler d'un certain nombre de réformes nécessaires, et dans une émission précédente, vous disiez que, franchement, le pays, la France, c'est un pays difficile à réformer. C'est un pays, oui. Bah oui, c'est un pays très difficile. Vous pensez que, donc, les Français ne vont pas descendre dans la rue à nouveau pour protester contre la réforme des retraites, l'allongement de la durée du travail? Écoutez, je pense que le gouvernement a payé très cher pour qu'ils ne dépensent pas dans la rue, qu'ils ne viennent pas dans la rue. Non, c'est un pays qui est très difficile à réformer parce qu'on l'a beaucoup habitué finalement à avoir des allocations, des subventions et faire en sorte que les problèmes se règlent un peu tout seuls par le temps qui passe. Je vois par exemple actuellement dans la lutte contre l'inflation, dans la lutte pour le pouvoir d'achat, les mesures courantes sont beaucoup plus importantes que les mesures d'investissement. Plutôt que de déverser de l'argent à tous ceux à tout le monde, sans distinction de niveau de vie ou de quoi que ce soit, c'est un peu généreux et un peu providentiel. Il faudrait distribuer cet argent, par exemple, pour investir de façon à régler le problème sur le plus long terme. Vous subventionnez un litre d'essence, vous consommez la subvention. Si vous investissez pour aider quelqu'un à rendre son logement plus hermétique, plus isolé, vous investissez pour l'avenir. Donc l'investissement, il se paye lui-même, il génère son propre revenu par les économies que vous ferez plus tard. On n'a pas de plan stratégique d'investissement. On n'a pas de plan stratégique. On n'a pas de plan stratégique sur les énergies alternatives. On attendait quand même pendant cette période, cette occasion, une précision un peu plus chiffrée sur la remise en route des réacteurs nucléaires et puis la perspective d'un développement de cette énergie dont tout le monde reconnaît que c'est la plus propre, la moins chère et puis la plus utile. Bon, le gouvernement est encore assez flou là-dessus et assez timide, même si on va avoir une remise en route assez rapide des réacteurs. Là, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Il n'y aura sans doute pas de rupture importante cet hiver. Il y aura peut-être des délestages, comme dit l'EDF. Ça fait moins peur. Ce sont des allègements d'approvisionnement en électricité, mais ce ne sera pas très grave. Il y a eu quand même une situation, et il y a toujours ubuesque à la tête d'EDF, entre le dirigeant principal d'EDF, le président, et le président de la République. Ils se sont quasiment engueulés. Dernièrement, on a assisté effectivement incroyable. À un règlement de compte. Oui. Un règlement de compte. Mais parce que le gouvernement français, le président français, la gouvernance française a eu du mal à accepter ou à reconnaître qu'elle avait cédé aux injonctions des écologistes, à la fois sous le quinquennat
Et précédemment aussi, oui. Et précédemment, mais surtout sous le quinquennat de François Hollande et le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est vrai que pour pouvoir faire taire les écologistes, pour pouvoir s'offrir Nicolas Hulot au gouvernement, on a fait des promesses à la fois de fermer Fessenheim, de fermer, et puis d'une perspective de limiter la part du nucléaire dans ce bouquet d'énergie mixte qu'on était en train de mettre en place entre les énergies naturelles, les énergies nucléaires et les énergies fossiles. Alors, à propos d'énergie, la coupure de l'approvisionnement en provenance de Russie par Gazprom, est-ce qu'elle va être compensée entièrement par des arrivées de nouvelles sources, de nouvelles origines, par exemple le gaz naturel liquéfié? Le gaz liquéfié. Alors, la grande idée, c'est qu'il y ait une solidarité européenne. La grande idée, c'est de revoir toute la politique européenne, c'est-à-dire de recréer une politique de l'énergie européenne. Parce que pour l'instant, ça n'existait pas bien, les prix n'étaient pas très cohérents, sauf en électricité où on avait mis un système d'interconnexion qui fonctionnait relativement bien, mais pour le reste, il n'y avait pas de... Bon. Donc, il va falloir effectivement vendre aux Allemands du gaz de substitution à son gaz naturel. Et ce gaz, c'est du gaz liquéfié. Pour vendre du gaz liquéfié, il faut créer des centrales, des plateformes de liquéfaction. C'est du gaz américain? C'est principalement du gaz de schiste, c'est du gaz d'origine américaine, oui. Ou un peu de gaz algérien qui va arriver également. Donc, c'est de cette façon, mais ça ne va pas être prêt tout de suite. Moi, je pense surtout que les Allemands vont passer par une période un peu difficile, où ils vont être obligés de faire un certain nombre de restrictions importantes. Et les gros consommateurs de gaz en Allemagne, ce sont les industriels. Chimiques? Chimique, c'est la chimie, la mécanique, l'automobile, et ce sont des gens qui sont gênés à la fois par l'offre, c'est-à-dire qu'ils ont une offre qui est chère et ils vont manquer d'énergie, et qui sont un peu gênés aussi par la demande, parce que leur débouché, c'était les pays émergents, dont la Chine, et dont on sait que la Chine est un peu en ralentissement, pour ne pas dire en panne. Et vous pensez que, puisque c'est l'époque du Congrès chinois qui doit en principe réélire le président pour un certain nombre d'années, si ce n'est à vie, vous pensez que la situation là-bas va finir, économique, je parle de la situation économique, va finir par se normaliser et que le commerce mondial va reprendre... La Russie ne jouait pas un grand rôle, alors qu'elle soit dedans ou qu'elle ne soit pas dedans, mis à part sur les ressources naturelles, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Et la Russie va avoir du mal, la Chine va avoir du mal à retrouver un rythme de croisière qui lui est nécessaire. Elle n'a toujours pas trouvé de solution au Covid. Elle n'a pas d'autre politique que la stratégie du zéro Covid. Et le zéro Covid, c'est le confinement. Et elle confine périodiquement des régions entières, 20 millions, 30 millions de personnes. C'est hallucinant. Et vous avez un appareil industriel qui tourne au ralenti. Et vous avez beaucoup d'étrangers et beaucoup d'investisseurs étrangers qui abandonnent la partie parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans ces conditions. Donc la Chine va avoir un problème pour pouvoir satisfaire sa clientèle étrangère. Elle a besoin de sa clientèle étrangère. Je vous rappelle quand même que le volume de l'exportation chinoise, c'est 600 milliards par an à destination des États-Unis et à destination de l'Europe. Ce sont ses plus gros clients. Mais ce n'est pas la Russie. La Russie représente à peu près 40 milliards. Donc c'est rien. Vous voyez bien que le président chinois ne va pas risquer d'hypothéquer son commerce avec l'Occident en faisant plaisir à son ami Poutine, si on peut penser que c'est son ami. Donc, le mot de la fin, c'est que les choses, finalement, n'iront pas si mal que ça. Les choses n'iront pas si mal que ça, à deux réserves près. La première, la météo de cet hiver. Parce que si cet hiver... Le général hiver. Si le général hiver est aussi dur que l'été a été chaude, on va avoir des problèmes en Europe. Ça va être un peu tendu.
parce que faire baisser la température, faire baisser le chauffage dans un certain nombre de logements, d'habitations, c'est compliqué, et c'est difficile à supporter. Le manque d'essence est difficile à supporter. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, à moins d'être dans la tête de Poutine, vous ne savez pas du tout ce qu'il va décider. Il est acculé, il est comme dans une seringue, et il faut trouver une solution, il faut peut-être l'aider à trouver une solution par le dialogue. Je sais que c'est ce que vont essayer de faire le président français qui continue d'avoir des conversations téléphoniques avec lui, le chancelier allemand également, qui est assez allemand dans ses propositions. Je crois que c'est Poutine. Poutine, on va attendre ce qui se passe avec les Chinois. Il va pas y avoir de miracle, mais c'est à lui de le faire. C'est à lui de savoir où il veut aller. Donc là, personne ne sait où il va. Un énorme point d'interrogation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc Sylvestre. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.